Les résultats d'orientation des nouveaux bacheliers dans les universités publiques sont disponibles depuis hier. Ils peuvent être consultés sur une plateforme Internet. Une école à vocation régionale vient d'être inaugurée à Dakar. Elle va former les hauts fonctionnaires africains à la lutte contre la cybercriminalité sur la toile. Bonsoir, bienvenue dans le 19h. Depuis hier, les nouveaux bacheliers ont la possibilité de connaître leurs résultats d'orientation dans les universités publiques. Ceux-ci sont disponibles sur la plateforme orientationsup.net. Pour rappel, sur 243 653 candidats inscrits présents, 112 297 ont été admis au baccalauréat pour l'année scolaire 2017-2018, soit un taux de réussite de 46,09%. Rosemonde Kini, Abdoulaye Koni. C'est la fin d'une longue attente pour les nouveaux bacheliers. Ils peuvent consulter leurs résultats d'orientation dans les universités et grandes écoles privées sur la plateforme orientationsup.net. Ebini et Francisca, tous deux nouveaux bacheliers, après avoir consulté la plateforme dans un cyber pour l'un et à travers un mobile pour l'autre, ne sont pas satisfaits. Je suis venu prendre mes résultats aussi ici pour les orientations des bacheliers. Bon. J'ai été orienté dans un établissement privé. Bon, c'est pas là-bas que je voulais être, mais comme ils m'ont mis là-bas, il n'y a pas de choix à faire. Je viens de voir mon orientation à travers mon téléphone portable. J'ai été orientée en gestion commerciale dans une grande école. Ce n'est pas mon choix, je ne suis pas contente du choix. Même son de cloche chez les parents qui affichent leur mécontentement face au choix des établissements imposés aux futurs étudiants. Le trajet est très long pour elle. Bon, vraiment, si on peut l'orienter tout juste aux environs de nous ici, en tout cas, ça va nous arranger plus. Vu son âge, vraiment, il n'est pas facile qu'elle quitte l'Indautré à Trècheville ou bien à Cocody. C'est trop loin. Non, notre souhait est qu'elle soit aux environs de nous ici. Nous avons fait un choix pour elle. Malheureusement, ce choix n'a pas été respecté. Voilà, donc nous les parents que nous sommes, vraiment c'est un peu difficile parce que l'enfant habite dans un quartier qui est très éloigné de son établissement et encore avec le coût du transport actuel, tout ça vraiment ça va peser lourd dans le budget. Pour rappel, sur 243 653 candidats inscrits cette année, 112 297 ont été admis, soit un taux de réussite de 46,09% contre 44,97% en 2017. Les grévistes sont invités à regagner la table des négociations. Cet appel a été lancé aujourd'hui par Aka Ouele, ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, lors d'une rencontre avec la presse. Un retour pour, dit-il, mettre fin aux souffrances des populations. Les agents de santé observent une grève depuis lundi. Réunis au sein de Cordi Santé, une plateforme de 14 syndicats, ils revendiquent de meilleurs traitements et une augmentation de salaire. Voici un extrait de l'intervention du ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, Aka Ouele. Les ministres de la Santé ont été quasiment toutes réglées. Et nous avons dit que nous avions donc proposé de soumettre les autres questions aux ministères qui ont compétence, c'est-à-dire le ministère, puisque vous parlez d'argent, le ministère de l'économie et des finances, en lien avec le secrétariat d'État au budget et au portefeuille d'État, c'est-à-dire donc le ministère de la fonction publique. Et puis, on vous a parlé également de revendications à caractère didactique également, le ministère de l'enseignement supérieur. Nous connaissons nos limites et nous nous contentons donc d'agir par rapport à la mission à nous confier. Nous sommes ouverts. Même aujourd'hui, je suis là. Si le président de la Cordi Santé, beaucoup vient tout de suite, il dit, d'accord, on lève la grève, on va entrer en négociation. Je demande humainement à la Cordi Santé, pour amour pour son prochain, d'accepter de venir à la table de négociation et nous permet de soigner les Ivoiriens les plus vulnérables. Intéressons-nous aux karités du Tchologo au nord, au Bunkani dans le nord-est de la Côte d'Ivoire. Le karité est perçu comme le diamant blanc. Pourtant, cette culture peine à se frayer un chemin à l'international. Elle est à la recherche d'une certification. Pourquoi une telle réalité? Des réponses avec Kader Sogodougou. Coco,
Village de la sous-préfecture de Napié, nous sommes dans la région du Poro. Comme bon nombre de localités du nord de la Côte d'Ivoire, les femmes amènent diverses activités pour leur autonomie, mais surtout pour soutenir la famille. Ici, à Koko, bienvenue dans l'univers de l'amande de karité, le diamant blanc. La cueillette et le ramassage des amandes sont l'affaire des femmes. On est venu ramasser le karité. Ça représente un sou pour nous les femmes. On est obligé de ramasser ça pour soutenir nos mains. On fait ça, on vend, on prend, on paye notre savon, notre popote, tout ça là. Une activité qui profite bien à tout le village tant que la femme supporte certaines dépenses liées à la charge de la famille. Les femmes, si elles vendent les graines de karité, qu'elles ont un moyen, ça leur évite d'aller peut-être demander au mari à chaque fois « paye-moi ceci » ou « paye-moi cela ». La richesse de la femme, c'est pour la famille, puisque la femme, vraiment en général, elle n'oublie jamais ses enfants et encore son mari. Donc vraiment, ça contribue à épanouir la famille. À partir de Koko, les amandes de karité vendues font le chemin jusqu'à Korogo. Pour sa transformation en beurre, un village fait figure d'étendard, Nasio Kobadara. Ici aussi, les femmes sont en première ligne. 90% des personnes qui exercent dans le secteur sont des femmes. La réception de l'amande, le lavage, le séchage, le premier passage à la machine, le tri, le deuxième passage à la machine et enfin la préparation jusqu'à l'obtention du beurre sont l'affaire des femmes. Et d'ailleurs, en la matière, le groupe Chigata jouit d'une bonne réputation. Depuis nos arrière-mamans, on ne sait même pas à quelle année est née la transformation des beurre de karité ici. C'est ça qui a scolarisé nos enfants, enfin nos frères, nos grands frères, jusqu'à nous. Maintenant, c'est ce que nous on continue pour scolariser aussi nos enfants. On aide aussi nos maris à scolariser les enfants. En plus du beurre, les résidus de l'amande après la transformation sont récupérés ingénieusement par les femmes. Transformés, plus besoin de bois ou de charbon. Ces boules prennent la place. Ce que vous voyez dans cette main, c'est le déchet du beurre de karité. C'est-à-dire qu'après avoir malaxé et qu'on fasse sortir le beurre, c'est-à-dire la particule blanche qui sert à faire du beurre, on rejette ça. Mais c'est très précieux aussi dans le village. Au lieu d'aller couper les arbres, les femmes font des boules qu'elles utilisent donc pour faire du feu. Une fois transformé, le beurre de karité part sur différents marchés ivoiriens. Grossistes et détaillants s'approvisionnent aisément. Toutefois, le karité ivoirien veut franchir une nouvelle étape, gagner davantage des marchés à l'international. Mais avant, sa certification s'impose. L'Union des associations pour le développement des savanes, créée en 2010, dont les membres sont issus de familles qui exercent dans le karité, se fixe comme objectif de relever le défi. C'est pour nous une manière vraiment de nourrir donc, ces femmes et de faire connaître donc justement ce qu'elles font, c'est-à-dire le beurre de karité. D'abord même depuis le champ, le ramassage donc, du champ, comme les femmes de Koko, à la production comme les femmes de Nasio Kobadara. Nous avons donc un cabinet de certification qui va donc dire aux femmes qu'est-ce que c'est la certification, pourquoi la certification, comment entretenir la certification. Ils ont le soutien de la chefferie traditionnelle. Tous les cadres que tu vois de Nasio, c'est beurre karité, c'est grâce à beurre karité. Donc tout le monde est derrière les femmes qui font du beurre karité, sauf ceux qui font des métiers. C'est grâce à nos cadres qui sont, comment on appelle, Abidjan, qui nous a aidés à annoncer partout, aux opérateurs qui viennent nous aider pour faire connaître ce que ça sert beurre de karité. Les commerçants espèrent également de nouveaux marchés porteurs avec une production annuelle qui vacille entre 150 000 et 300 000 tonnes. Si ça va en intérieur ou bien au pays du Blanc, partout, dans les autres pays, ça nous fait plaisir. Ça va bien marcher. Entre nous, là, ça ne marche pas. Le karité ivoirien, le diamant blanc, à l'épreuve de l'international. Pourquoi pas? L'univers de l'utilisation du karité est si vaste. Pharmacie, cosmétique, gastronomie. On y va donc. En attendant, la Hamatan se signale. Le karité ivoirien pourra donc servir contre la sécheresse de la peau. On se frotte donc les mains.
En sport football, la Côte d'Ivoire affrontera la Guinée le 18 novembre prochain au stade du 28 septembre à Conakry. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre de la qualification pour la Coupe d'Afrique des Nations 2019. La plus grande messe du football continental aura lieu au Cameroun du 15 juin au 13 juillet 2019. Avant cet événement, le sélectionneur ivoirien Ibrahim Kamara a échangé avec la presse dans les locaux de la Fédération ivoirienne de football. Il a dévoilé sa liste de 23 joueurs. Salif Ouattara. Face à la Guinée, qui aura le soutien de son 12e homme, au stade du 28 septembre de Conakry, les éléphants vont en mission kamikaze. Objectif pour le sélectionneur ivoirien Kamara Ibrahim, ramener les 3 points décisifs pour la qualification à la Coupe d'Afrique des Nations 2019. Pour le réussir, le coach Kamara a placé sa confiance en 23 joueurs. Là, on va partir avec Sylvain Bowo, Dante El Hadj, Badra Ali pour les gardiens de but. Mohamed Baboukaïko, Serge Aurier, Ghislain Kona, Suleiman Doumbia, Eric Bailly, Wilfried Canon, Komara Cheikh, Bamé Jean-Philippe, Franck Kessier, Cheikh Doucouré, Sérédier, Séri Michael, Amban Vitorien, Yakou Meïté, Nicolas Pépé, Mas Gradel, Zaha Wilfried, Roger Assalé, Koja Jonathan et Bayo Vakoum. Les éléphants vont débuter leur stage de préparation le lundi 12 novembre au stade Félix Houphouët-Boigny. Un regroupement qui prendra fin le vendredi 16 novembre avec le départ pour Conakry. La formation africaine en cybersécurité est en passe d'être polarisée. Une école à vocation régionale a été inaugurée à Dakar au Sénégal. Elle est dédiée à la formation de hauts fonctionnaires africains à la lutte contre la criminalité sur la toile. Le commentaire est signé Abdoulaye Koni. Une école de cybersécurité pour renforcer les capacités des États africains à lutter contre les cyberattaques, la diffusion de messages extrémistes et les groupes terroristes. La création de l'école avait été annoncée en 2017 en marge de la 4e édition du Forum international de Dakar sur la paix et la sécurité en Afrique, dont la 5e édition vient de s'achever. La vocation régionale de cet établissement invite au renforcement de la coopération, seul moyen de prévenir et de réduire les cyberattaques par la définition et l'acquisition de la technologie, la prise appropriée pour protéger les informations stratégiques et favoriser le partage d'informations sur les groupes terroristes. Le nouvel établissement dispensera des enseignements en sécurité informatique, en cybercriminalité, en renseignement numérique et en cybergouvernance pour des membres des forces de l'ordre, de la justice et d'entreprises privées. Il vise aussi à renforcer la coopération franco-africaine de sécurité et de défense et à la création d'un pôle de référence en Afrique selon les autorités françaises. Les formations professionnelles internationales soutenues par la France porteront sur la gouvernance du cyber, la lutte contre la cybercriminalité, le renseignement numérique et bien sûr la sécurité informatique. L'école est provisoirement installée à Dakar dans les locaux de l'École nationale d'administration avant son prochain déménagement à Diamniadio, ville nouvelle en construction à une trentaine de kilomètres de la capitale sénégalaise. Macabre découverte en Éthiopie, une fosse commune de 200 corps a été trouvée à la frontière des régions Oromie et Somalie dans l'est du pays. L'identité des victimes devrait être connue au plus tard dans 14 jours à l'issue des examens médico-légaux que doit effectuer la police. En Éthiopie, les conflits interethniques sont un défi majeur dans la gouvernance du Premier ministre Abiy Ahmed. Le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed, qui a reçu les présidents érythréens et somaliens ce vendredi dans le nord de l'Éthiopie, les 3 personnalités ont évoqué les moyens de renforcer l'intégration économique régionale entre leurs pays par le passé rivaux. Cette rencontre prévue pour durer 2 jours doit permettre de consolider les résultats de l'accord d'intégration économique dans la Corne de l'Afrique.
Fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Passez une très bonne soirée. Au revoir.